Bonsoir, nous poursuivons cet enseignement post-universitaire par un exposé consacré à la prise en charge des fractures complexes de la tête de l'humérus. Et nous verrons que le choix est parfois difficile entre l'ostéosynthèse et la mise en place d'une prothèse de l'épaule. Effectivement, il s'agit d'un dilemme, pas toujours de bonne solution. Globalement, en cas de fracture complexe de l'humérus proximal, il faudra se poser plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce qu'on peut conserver la tête de l'humérus? Et dans ce cas, comment effectuer une synthèse stable et quel est le risque de nécrose dans les années à venir pour cette tête stabilisée et fusionnée? Et d'autre part, si on ne peut pas garder la tête du l'humérus, quel type de prothèse faut-il mettre en place? Est-ce qu'il faut mettre en place une prothèse anatomique, ce qu'on appelle l'hémiarthroplastie, et autour desquelles les tuberosités vont être solidement fixées, ou faut-il passer à la prothèse inversée parce que les tuberosités ne sont pas réparables et il faudra opter donc pour avoir une solution plus complexe et plus radicale. Les fractures de l'humérus sont particulièrement fréquentes, en particulier sur le sujet âgé, où elles sont liées à l'ostéoporose, et les sujets plus jeunes, elles sont liées à des traumatismes assez violents, en général des accidents de la circulation, des chutes d'un lieu élevé. Donc, une fois sur 4 ou sur 5, elles sont des fractures complexes, dont la prise en charge donc, sera spécialisée. Alors, par fracture complexe de l'humérus proximal, on entend les fractures 3 ou 4 fragments de NIR. Je vous rappelle que les classifications d'épaule sont nombreuses. La plus connue est la classification de NIR qui distingue 4 fragments, un pour le tubercule mineur, un pour le tubercule majeur et un pour la calotte céphalique. Et c'est sur cette classification qu'on établit le plus souvent nos indications thérapeutiques. Alors, revenons sur cette classification. On distingue les fractures à un fragment qui ne posent pas de problème et qui sont traitées plus souvent non chirurgicalement. Ce sont les fractures non déplacées. Les fractures vont amener à entraîner un traitement chirurgical sont les fractures à 2, 3 ou 4 fragments. Et les fractures 3, 4 fragments sont les fractures dites complexes. Je vous rappelle qu'un fragment est déplacé si ce déplacement est de plus d'1 centimètre ou s'il a une angulation de 45 degrés. Quels sont les paramètres à prendre en compte lorsque il faudra décider du traitement d'un patient avec une fracture complexe? Tout d'abord, le terrain. On ne traite pas de la même manière une personne âgée qu'une personne jeune. Ensuite, nous l'avons vu, donc c'est le nombre de fragments. Plus le nombre de fragments est important, plus la fracture est complexe à prendre en charge. Et ensuite, il faudra évaluer le risque de nécrose avasculaire qu'entraîne cette fracture. Le problème de la nécrose, c'est que la fracture, les fragments osseux, atteignent la vascularisation de la calotte céphalique et donc la tête est moins bien vascularisée. La nécrose n'apparaît pas tout de suite, elle apparaît dans les 2 à 3 ans qui suivent la fracture et peut diminuer un résultat qui initialement était bon. Donc plus le nombre de fragments est important, plus le risque de nécrose est important. Donc on parle de nécrose avasculaire puisque c'est une nécrose qui est liée à l'atteinte des vaisseaux dans la tête de l'humérus. Donc pour les fractures de fragments, il est d'environ 15%, pour les fractures de 3 fragments, environ 20%, et très important pour les fractures à 4 fragments, où on peut atteindre à 50 à 60%. Tout ça est lié à l'atteinte de la vascularisation. Celle-ci vient de pédicules qui proviennent de l'artère circonflexe humérale antérieure et postérieure, mais l'artère antérieure est particulièrement importante, et une atteinte de son arrivée dans la tête de l'humérus, au niveau du calcaire, cette zone située sous la tête de l'humérus, est très importante. Si elle est atteinte, et bien le risque de nécrose est assez important. Il faudra prendre en compte cette atteinte dans nos indications thérapeutiques. Voici une étude anatomique après opacification des artères. Et bien, on voit du côté gauche la vascularisation. Et lorsque sur l'image, la troisième image, la fracture passe proche de la tête de l'humérus, au niveau du calcaire, il n'y a plus de vascularisation, mais lorsque le calcaire est préservé et que la fracture passe légèrement en dessous, il y a un minimum de vascularisation qui existe au niveau de la tête de l'humérus. Donc en cas de fracture très haute au niveau du calcaire, la vascularisation est compromise et risque de nécrose très important. Quelles sont les différentes options thérapeutiques? Eh bien, de nombreuses techniques existent. Ce sont techniques globalement orthopédiques. On n'opère pas, on met en place une écharpe contre écharpe, des techniques d'ostéosynthèse, des techniques de prothèse. Passons à la prothèse tout d'abord. Eh bien,
le chirurgien très connu, c'est le docteur professeur Neer aux États-Unis, qui a développé une prothèse qui ensuite a été développée, modifiée, jusqu'à avoir des prothèses un peu plus modernes dans lesquelles on peut placer un greffon osseux qui est prélevé sur la tête de l'humérus. Le problème des prothèses d'épaule, des hémiarthroplasties, c'est qu'il faudra, dans ces cas-là, obtenir une fusion des tuberosités autour de la prothèse. Et ce n'est pas toujours facile à obtenir. Les résultats sont assez aléatoires, en tout cas avec les premières générations de NIR, c'était moyen. Ils ont été améliorés par certaines prothèses. Le problème essentiel est la fusion de tuberosité et le positionnement de celles-ci si on veut les placer de manière optimum. En chirurgie traumatologique, les résultats sont souvent inférieurs à ceux qu'on obtient dans la chirurgie de l'arthrose de l'épaule. Les complications sont essentiellement liées aux tuberosités qu'on a du mal à faire fusionner, parfois des phénomènes de luxation aussi. De nombreux enseignants s'est développé, mais voici un joli cas avec un très bon résultat. La prothèse inversée est réservée aux patients plus âgés, en général parce que leurs tuberosités ne sont plus réparables. Le problème est lié au manque de rotation qu'on peut avoir après ce type. Les ostéosynthèses sont également nombreuses. On peut faire des techniques percutanées qui sont peu pratiquées en Europe, en France, un peu plus aux États-Unis, qui à mon avis ne sont pas très intéressantes puisqu'elles ne sont pas très stables. Nous on préfère la technique à ciel ouvert qui permet d'obtenir une très bonne stabilité. Classiquement on met en place soit des clous, soit des plaques. Et actuellement ce qui est très utilisé, ce sont les plaques verrouillées. Voici un florilège de ce qu'on peut mettre en place. En tout cas une technique d'embrochage ou de cerclage qui est montrée en haut, rarement utilisée. En bas à gauche c'est l'enclouage. Et à droite, c'est une technique de stabilisation par plaque et vis. La technique moderne, c'est quand même l'ostéosynthèse par plaque, en utilisant du matériel en titane ou en inox, avec des systèmes de vis qui vont se placer, se visser, s'auto-bloquer plutôt dans la plaque et donner un système en cadre très, très stable, en particulier dans l'os ostéoporotique. Les études également sont nombreuses, mais il ne faut pas oublier de lire les détails de cette étude et on se constate qu'il y a un certain nombre de complications non négligeables, en particulier des vis intra-articulaires, des défauts de correction. Et l'ensemble des complications représente 36% des cas. Donc se méfier des plaques, ce n'est pas la panacée non plus. Il y a des complications, des nécroses et des manques de réduction. Le problème des ostéosynthèses, c'est d'obtenir une très bonne stabilité sur un os ostéoporotique. Sur cette photo, vous voyez à droite un os ostéoporotique, donc avec un défaut, un manque de matériel osseux. Alors du côté gauche, l'os est bien dense. Et c'est pour ça que d'autres techniques de stabilisation ont été proposées, en particulier le biboquet qui va s'accrocher au niveau de la tête de l'humérus et offrir un socle sur lequel la tête va pouvoir être posée, donner une grande stabilité. Alors, que choisir entre ces différentes techniques, prothèse, synthèse, quel type de synthèse? Eh bien, c'est assez compliqué. Il n'y a pas toujours de bonnes solutions, il faudra en discuter beaucoup avec le patient avant. La principale complication, c'est la raideur par nécrose de la tête qui a été réparée. Plus le naufragement est important, plus le risque de nécrose est important, et plus le naufragement est important, et plus l'ostéoporose, plus les difficultés chirurgicales sont importantes. Pour faire simple, la prothèse sera réservée aux sujets âgés avec une ostéoporose importante. Dans ce cas, on privilégiera l'hémiarthroplastie. Et si ce n'est pas possible, une prothèse inversée, en cas de fracture 4 fragments avec des tuberosités qui ne sont pas synthésables. L'ostéosynthèse est toujours privilégiée, c'est le sujet jeune, en particulier quand le risque de nécrose est faible. Pour les fractures 2 fragments, là, la meilleure indication, c'est l'enclouage. Pour les fractures 3 ou 4 fragments, tout se discute. L'enclouage, la plaque, le bilboquet, en fonction des particularités de la fracture et également des préférences du chirurgien. Reste le problème des personnes d'âge moyen. Alors là, il faudra envisager l'indication chirurgicale au cas par cas. Ce qui est très important, c'est surtout ne pas dégainer la prothèse tout de suite, mais envisager, si cela est possible, l'ostéosynthèse, quitte à secondairement mettre en place une prothèse. Voilà, je vous remercie beaucoup.